Aujourd'hui, la thématique abordée sur l'économie du savoir ou l'économie des connaissances, qu'est-ce que cela évoque pour vous et quelle expérience en France et quel enseignement pour le Maroc? D'abord, ce que ça m'évoque, c'est que c'est quand même très enthousiasmant d'être à un stade où on se dit on va se lancer résolument dans une nouvelle économie qui va être notre nouveau paradigme de développement. Et cette nouvelle économie, c'est celle du savoir, donc c'est quand même de l'éducation de la population, donc un rehaussement de l'éducation de la population. C'est celle du numérique, c'est celle de l'innovation technologique, donc a priori de la performance économique à la clé. Donc c'est quand même très enthousiasmant, mais ce sur quoi j'ai voulu attirer l'attention ce matin, c'est qu'il y a eu d'autres idées qui paraissaient enthousiasmantes dans le passé, par exemple la révolution industrielle ou le libéralisme économique, qui parfois, parce qu'on n'en a pas maîtrisé les effets et les risques, ont conduit aussi à des catastrophes. Regardez par exemple le dérèglement climatique qu'on connaît aujourd'hui, parce que la révolution industrielle n'a pas été suffisamment pensée sur ces sujets-là. Donc je pense que s'agissant de cette nouvelle ère du savoir, du numérique et de l'innovation technologique, profitons de ce qu'on est au début de l'histoire pour vraiment la penser en créant tout de suite les antiviraux, c'est comme ça que je les ai appelés, nécessaires si jamais de tels risques se présentaient. Quels risques pourraient se présenter ? Celui d'un fossé qui se creuserait entre deux parties de la population, une qui serait au fait des nouvelles technologies, comme si c'était une nouvelle langue que seulement une partie de la population parlait, et une qui serait complètement larguée pour le coup, parce qu'elle n'aurait jamais appris à se servir des outils numériques, parce qu'elle ne comprendrait rien au langage qu'on utilise, etc. Parce qu'elle perdrait son emploi, victime de l'automatisation de son emploi sans pouvoir s'adapter, etc. Donc pour éviter que se creuse ce fossé, pour un pays comme celui-là, il faut veiller à ce que l'éducation aux nouvelles technologies soit d'abord offerte à toute notre jeune génération, c'est-à-dire qu'on soit en filière générale ou en filière professionnelle, qu'on soit en filière littéraire ou en filière scientifique. Il faut qu'on ait accès à un apprentissage de l'informatique, de la pensée informatique. Au-delà des jeunes générations, il faut que, y compris dans la population des adultes, on développe de la formation continue pour éclairer sur tous ces sujets-là. Et par ailleurs, il faut que cette formation informatique, aux compétences dures, comme on dit, elle s'accompagne d'une formation aux compétences douces, soft, c'est-à-dire la capacité à être inventif, créatif, à interagir avec les humains, à s'adapter, parce qu'en fait, toutes ces qualités-là, ce sont des choses que la machine n'aura jamais, que les humains garderont. Donc si on veut que les humains continuent à dominer la machine, il faut qu'ils aient ces qualités-là. Et par ailleurs, une dernière qualité qu'il faut absolument développer chez nous, c'est la notion d'éthique. C'est-à-dire qu'au fond, le monde de demain dans lequel les machines seront capables de conduire elles-mêmes les voitures, c'est un monde dans lequel il faudra qu'on soit en capacité de programmer ces machines pour savoir ce qu'elles font en cas d'accident et lorsque la situation, c'est soit j'écrase un piéton, soit je tue mon passager. Là, aujourd'hui, quand c'est un humain qui conduit, il y a une espèce de conscience qui fait qu'il essaye de prendre la meilleure décision. Demain, quand c'est une machine, qu'est-ce qu'elle fait, la machine ? Donc, vous voyez, les notions d'éthique, ceux qui concevront les machines de demain, les programmes, doivent les avoir acquises. Donc, c'est, à mon avis, l'une des parts les plus importantes de l'enseignement qu'il faudra développer dans les prochaines années. Voilà, et puis enfin, la dernière chose qui me paraissait importante à dire, c'est la nécessité, quand on se lance dans une révolution comme celle-là, de créer un écosystème pour que l'ensemble de la population soit partie prenante, en fait. Parce que sinon, vous allez avoir des populations entières qui exercent des métiers qui vont se sentir un peu dépassées, agriculteurs, pêcheurs, appartenir à un passé où elles vont se dire « mais nous, en fait, on n'a rien à voir avec ce monde-là ». Et puis une start-up nation qui va courir dans son coin toute seule, mais enfin qui n'entraînera pas la population. Et donc cette fracture-là, c'est possible de l'éviter en fait. Et en plus, il faut d'autant plus l'éviter que c'est pas seulement au nom d'un impératif social, c'est aussi au nom d'un impératif de performance économique. C'est-à-dire que la meilleure façon de rendre la start-up nation pour aller vite très très efficace et performante, c'est qu'elle dialogue avec le secteur plus classique
de l'économie, de la société, pour comprendre quels problèmes restent à résoudre et les résoudre. Et donc, c'est qu'elle développe des outils, par exemple, d'intelligence artificielle pour aider les agriculteurs à mieux faire ce qu'ils ont à faire. C'est qu'elle développe des outils pour aider les personnes en situation de handicap à mieux s'insérer dans la société. Parce qu'après, on sait bien que tous ces outils-là, numériques, sont extrêmement performants, sont utilisés par l'ensemble de la société, élèvent la connaissance, élèvent l'économie et élèvent la société. Donc c'est vraiment, je pense, la création de cet écosystème où tout le monde se parle, c'est au pouvoir public de le réaliser. Et ça pourrait être, à mon avis, une très bonne porte d'entrée pour le Maroc, parce que je pense qu'on est dans un pays qui est quand même fier de la diversité, du pluralisme de sa population, vous voyez. Donc c'est un pays qui est pas genre en boucle sur un seul secteur de l'économie. C'est un pays qui a conscience qu'il doit être fier d'avoir des agriculteurs, comme il doit être fier d'avoir des soignants, comme il doit être fier d'avoir des startups. Et donc du coup, c'est à lui de pouvoir les associer. Avec toutes ces dimensions que vous avez évoquées, ça a l'air très, très compliqué. Mais en tout cas, vous avez parlé aussi de la femme. Quelle place pour la femme dans toute cette dynamique-là? Oui, j'ai parlé de la femme parce que justement, si on veut créer cet écosystème où toute la population est embarquée dans la nécessité d'aller vers l'économie du savoir, du numérique et de l'innovation technologique, il faut vraiment pas oublier les femmes. Parce que, non, mais je le dis, c'est pas le sujet du seul Maroc, hein, c'est le sujet de beaucoup de pays à travers le monde, hein, y compris malheureusement en France, où on se rend compte que, par exemple, les entreprises numériques qui sont créées aujourd'hui, les startups, il n'y a que 10% des cas où elles sont créées par des femmes. 10%, ça veut dire 90% créées par des hommes. Donc c'est quand même ahurissant quand on y pense. Parce que le numérique tel qu'il existe aujourd'hui, il sert à résoudre des choses de toute la vie potentiellement, je veux dire, de tous les secteurs, de sujets qui intéressent plus les femmes que les hommes ou qui intéressent plus les hommes que les femmes. Enfin, normalement, il y a une telle diversité d'applications possibles du numérique qu'on devrait retrouver globalement autant de femmes que d'hommes. Pourquoi on n'y retrouve que 10%? Quelles conséquences ça a? Et l'une des conséquences que j'évoquais, c'est que, en fait, du coup, comme à 90% c'est des hommes qui créent les algorithmes, ils mettent dedans les biais de représentation qu'ils ont, les stéréotypes qu'ils ont. Donc du coup, on se retrouve avec des algorithmes. Faites l'exercice quand vous tapez, je sais pas, sur une application d'orientation professionnelle, vous dites je suis une femme, etc. Pour chercher des offres d'emploi, on va vous orienter plutôt vers des offres d'emploi du soin, de la santé, etc. Très, très genrées. Voilà. Et donc en fait, ça vous coupe des opportunités et des horizons. Donc du coup, pour mettre fin à cela, je pense que dans la feuille qui sert à écrire ce que sera cette révolution du savoir, il faut absolument dire que les femmes doivent être présentes à la même hauteur que les hommes. Il faut aller les chercher, même si elles ne viennent pas spontanément. Il faut créer des endroits où on forme les femmes exprès sur ces sujets du numérique, des nouvelles technologies. Il faut éveiller les petites filles à l'appétence pour la science très tôt en organisant des événements, en leur donnant à voir des modèles. Donc tout ça s'organise, mais c'est très important.